Eh bien, Yes. bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Ferreira. Salut Kevin, Salut Johan, tu vas bien? Merci de me recevoir. merci à toi d'être présent aujourd'hui. Écoute, je vais très bien et toi? Très bien, merci. Un peu fatigué comme d'hab, mais c'est mon quotidien. C'est ça, c'est le quotidien des coachs, des préparateurs physiques. Et première question pour commencer ce podcast, assez classique, mais est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, parler un peu de ton parcours et de ce que tu fais actuellement dans le monde du sport aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis préparateur physique. Je travaille avec des athlètes de haut niveau, personal trainer. J'ai plusieurs casquettes à l'heure actuelle. Je suis également formateur. J'ai fait des formations pour les professionnels du sport et de la santé, dont un programme en ligne principal qui est mon programme de mentorat, une formation de 6 mois. Je suis podcasteur également, un podcast qui s'appelle Le Kessu Show, qui a débuté il y a 6 ans de cela. Et j'ai une chaîne YouTube également. Donc voilà, c'est plus ou moins ça les différentes casquettes que je porte à l'heure actuelle. Ok. Je sais que tu as fait une partie de ton parcours qui a été fait aux US. Est-ce que tu pourrais expliquer Exactement. un peu pourquoi partir aux US et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton métier de coach sportif? Alors moi, effectivement, j'ai fait quasiment tout ce que j'ai pu apprendre. Je l'ai appris aux États-Unis. Et même en revenant en Europe, eh bien, j'ai continué à me former principalement avec le monde anglo-saxon et principalement aux États-Unis et au Canada. Mais à la base, je suis pas parti là-bas pour des études de préparation physique, rien à voir avec le monde du fitness. C'était simplement parce que j'avais envie de partir vivre à New York et je suis parti vivre à New York. À la base des bases, pourquoi New York? Parce que j'ai grandi avec la culture hip-hop et New York, c'est le berceau du hip-hop. Donc c'est toujours la ville qui m'a fasciné de par cette grosse culture du hip-hop avec laquelle j'ai grandi. Et du coup, je suis parti m'installer là-bas. À la base, je faisais des études de business. Je m'étais inscrit en université pour continuer mon cursus en business management. J'avais commencé l'HEC en Suisse. Et du coup, je me suis installé là-bas et j'ai décidé de quitter les bancs universitaires du parcours académique conventionnel pour me dire, OK, je vais me lancer dans un truc qui me parle un peu plus et rester dans le milieu du sport. Moi-même, j'étais athlète à l'époque, j'étais combattant. J'ai entamé mes débuts de carrière professionnelle et puis au bout d'un moment, j'ai vu que c'était pas pour moi dans le sens où je ne voyais pas d'avenir prometteur sans toutes les péripéties que les combattants vivent. C'était vraiment compliqué d'un point de vue financier, d'un point de vue organisationnel. Et du coup, j'avais envie de rester dans l'industrie et de faire ce qui me passionnait. J'ai essayé plusieurs trucs, j'ai fait plusieurs boulots et j'ai fini par retourner, comme on dit, c'est quoi l'expression en français déjà? Celui chasse le naturel et revient au galop. Je suis resté dans l'industrie, mais cette fois-ci avec ma casquette de coach. J'ai commencé avec la population générale et petit à petit, eh bien, j'ai eu une petite renommée qui s'est faite, qui s'est mise en place. Et j'ai eu de plus en plus d'athlètes du plus haut niveau qui ont commencé à me contacter et à ce jour, c'est la population avec laquelle je travaille, avec des athlètes de basket, des athlètes de NBA, des athlètes de foot qui jouent en première ligue, en Ligue 1, etc., des combattants, des joueurs de tennis. Donc voilà, c'est principalement comme ça que mon parcours a évolué. Et pour revenir sur ta question, ce que ça m'a apporté, eh bien, ça m'a apporté, je dirais principalement un long temps d'avance par rapport à ce qui se faisait dans la francophonie ou ce qui se fait dans la francophonie, parce qu'on a beaucoup de retard par rapport à ça. Le fait que je parle anglais, que je maîtrise l'anglais, écrit et parler, eh bien, ça m'a permis d'avoir accès à de la littérature, qui d'ailleurs, la littérature scientifique est écrite en anglais. Maintenant, on a les Google Translate, on peut traduire le tout, mais à l'époque, c'était pas évident. Et bien entendu, tous les bouquins auxquels on peut penser de préparation physique ou autre, tout s'est toujours passé là-bas. Et toutes les certifications privées en plus. Bref, c'est un monde qui est beaucoup plus développé, qui a beaucoup plus d'avance que ce qu'on va retrouver dans la francophonie. Et ça m'a permis justement d'accumuler un certain savoir que j'ai pu ensuite pu ramener ici, entre guillemets, dans le milieu dans lequel j'ai évolué. Ok, ok, super intéressant, super, super parcours. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as plusieurs casquettes, tu as des athlètes en charge, tu as l'aspect aussi entrepreneurial. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui te prend le plus de temps dans tes activités en général et comment tu modules un peu ton agenda pour être productif sur tes différentes activités. Alors c'est marrant parce que je vais rebondir directement sur ce que tu as mentionné au tout début du podcast quand j'ai dit que j'étais un peu fatigué. Tu as dit oui, c'est la vie du préparateur, mais en fait, c'est la vie de papa surtout. Je suis fatigué parce que je suis père de deux enfants en bas âge
Et c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, quand tu es personal trainer, tu es coach, préparateur physique, eh bien, ça demande beaucoup d'investissement. Et c'est vrai qu'on est souvent fatigué, on finit par entraîner beaucoup les autres, mais on a très peu d'énergie à la fin de la journée pour nous-mêmes. Donc, c'est déjà épuisant en soi. Et c'est vrai que si tu rajoutes Mmh. des responsabilités en plus, eh bien, ça te fatigue encore plus. Maintenant, pour répondre à ta question, eh bien, pour être très honnête et transparent avec ton audience, je suis complètement débordé. Je suis sous l'eau. Je dirais que j'ai des problèmes de riche, entre guillemets, dans le sens où ça fonctionne très bien pour moi et j'ai du mal à tout faire. Mais j'ai un emploi du temps qui est très, très restreint pour tout ce qui va être activité extra. Et je te donne mon agenda en très simple. Je me réveille à 5 heures du matin. J'ai mes premiers clients en présentiel à 7 heures. Donc, j'ai juste le temps de manger quelque chose. Ensuite, je viens. J'ai quelques clients durant la matinée. Et ensuite, je travaille avec mon équipe ici. Je pourrais rentrer dans les détails si tu le souhaites, sur la production de contenu, création de programmes, formation, etc. Et tout ça, ça me prend toute la journée. Parfois, j'ai pas le temps de manger. Parfois, j'ai le temps de manger. Je finis à 17 heures. Ensuite, je suis papa à temps plein jusqu'à 21 heures, 21 h 30, où là, j'ai un peu le temps pour moi de me doucher. Et puis, je dors quelques heures en saccadé. Et voilà, et je repars. Tu vois. Donc, c'est plus ou moins ça. Si je venais à te décrire maintenant la répartition de mon agenda par rapport au type de clients que j'ai, eh bien, j'ai trois grosses parties, si tu veux. J'ai un, la population en général. J'ai décidé de reprendre les entraînements il y a quelques mois avec certains de mes anciens clients. Je travaille uniquement avec 4 clients que je vois plusieurs fois dans la semaine et ça prend certaines de mes matinées. Et ça, c'est parce que ça me manquait. À la suite de mon premier enfant, j'ai arrêté de travailler en présentiel. Je me suis dédié uniquement à la production de contenu, formation, etc. en ligne parce que j'avais ce luxe de pouvoir me le permettre et je voulais passer énormément de temps avec mon enfant. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a manqué parce que le terrain, je pense qu'il n'y a que ça de vrai et de véridique. Et Mmh. malgré quelqu'un comme moi aussi, hein, qui a plus de 10 ans d'expérience sur le terrain, eh bien, je sentais que je perdais un peu la main. Donc, voilà, ça me manquait. Et puis, je voulais quand même continuer à garder ce côté-là en présentiel. Du coup, j'ai recontacté certains clients et j'ai repris justement le tout en présentiel avec eux. D'une autre part, j'ai les athlètes de haut niveau. Je travaille avec 3 athlètes de haut niveau pendant la saison et j'ai des contrats pendant la off-season. Et pendant la saison, ben, je suis amené à voyager 2, 3 fois, 4 fois par mois où je vais chez eux pendant 2 jours, le temps voilà, de remettre le programme à jour. On refait les trucs, on reteste, etc. Et voilà, donc ça, c'est pas mal de voyages. C'est quasiment voilà, un voyage toutes les semaines. Et autrement, Key Swiss, c'est mon nom, hein, mon acronyme qui est Ferra, mais mon acronyme c'est Key Swiss Fit. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je représente une société, donc on est 5 employés. Et du coup, bah, ça, c'est dédié principalement à la production de contenu, formation, création de formation, comme je l'ai dit, création de programmes à plus grande échelle. Donc, ce sont vraiment les 3 catégories qui sont mises en place dans mon agenda et je délègue pas mal de ces choses-là aujourd'hui avec la team que j'ai. OK, juste question rapide, est-ce que tu as des outils, je sais pas, numériques ou ouais, je pense numériques, qui te permettent de t'organiser facilement et de penser à tout? Parce que du coup, j'imagine que tu as plein de trucs à penser dans plein de domaines différents et tu peux vite, tu vois, zapper un truc. Comment tu fais pour penser à tout? À fond. Alors aujourd'hui, j'ai des gens qui pensent pour moi. C'est ce que j'ai fait. J'ai cherché à OK. engager les gens. En fait, moi, si tu veux, c'est un truc que j'ai réalisé. Je pense que ceux qui sont entrepreneurs vont se ressentir dans mon message. C'est que quand tu es un entrepreneur, tu penses à plein de trucs. Tu vois, ta tête, Ouais. elle va dans tous les Oui, sens, etc. C'est un peu la malédiction de l'entrepreneur. C'est bien, mais tu as tendance à vite divaguer, à commencer un truc et ensuite vouloir commencer un autre truc. Donc aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent m'assister par rapport à ça. J'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui est administratif, service après-vente, clientèle, etc. J'ai ma coach assistante qui s'occupe de certaines mises à jour, qui s'occupe également de tout ce qui va être CRM, donc newsletter, etc. Donc tout ça, c'est attaché bien entendu à des programmes spécifiques. Si tu veux, je peux rentrer dans certains détails. Et j'ai un manager des opérations qui s'occupe de superviser la team dans sa totalité et d'agencer, si tu veux, de coordonner le travail d'équipe. Après, j'ai mon vidéaste et responsable de création de contenu qui, lui, également résonne avec moi par rapport à ce qu'on doit faire en termes de production de contenu. Et c'est voilà, ce sont les outils principaux. Et ensuite, on a les outils numériques. On essaie d'organiser le tout principalement sur Notion. C'est où on va garder notre prise de notes et toute la team peut avoir accès à ça. Après, on a des outils qui nous permettent de traquer
les métriques de nos stats sur les différents réseaux sociaux. On a une plateforme de hosting où on vend nos formations, nos programmes, etc. Donc là aussi, on arrive à traquer le tout. Et si tu veux, à l'heure actuelle, j'aurais même de tête comme ça, je ne pourrais pas tout te les lister, mais j'utilise au moins 15 applications slash programmes en ligne pour l'opérationnel de tout ce qu'on fait, entre les processeurs de paiement, les sites, les applications qui nous Mmh. permettent d'organiser le tout, qui nous permettent de traquer les chiffres. Donc ça fait vraiment, ça fait vraiment beaucoup. J'allais rajouter aussi tout ce qui nous permet d'envoyer des mails, de créer des pages de vente. Enfin bref, il y a vraiment énormément d'applications qu'on utilise. OK, ça marche. Ouais, j'imagine puisque tu as moins de trucs à gérer, je pense vaut mieux, avoir tous les outils pour chaque «paramètre à gérer» entre guillemets. À Tout fond. à l'heure, tu as parlé de sportifs de haut niveau avec qui tu collaborais. Je sais qu'il y a Mhm. notamment, Gaël Monfils, bon, c'est un sportif que j'apprécie. Comment tu as fait pour, arriver à travailler avec ces sportifs, professionnels? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Est-ce que tu es allé, je sais pas, par l'intermédiaire de d'autres entraîneurs? Comment tu as réussi à créer un petit peu ce réseau, si je puis dire? Alors, si tu veux, je vais te raconter l'histoire de Gaël, mais si je venais à réfléchir et commencer depuis le début, eh bien, tout se fait par étapes de toute façon. C'est-à-dire que en termes de renommée, si tu veux, et de statut de célébrité, bah, tu as des athlètes qui sont à des niveaux plus élevés que d'autres. Alors, si je venais à repenser comme ça, le premier athlète qui m'a vraiment fait confiance à l'époque, c'était un joueur qui jouait à Arsenal, Johan Djourou, qui a été 10 ans à Arsenal. Et lui, vraiment, c'est peut-être avec lui que ça a commencé. Peut-être que je me trompe, peut-être c'était une sprinteuse d'élite, une sprinteuse olympique qui m'avait contacté. Maintenant, je ne me rappelle plus en termes de timeline. Mais avec ce joueur de renommée, ce footballeur qui jouait en première ligue, eh bien, je me rappelle qu'il avait eu une blessure. Et puis, comme on venait de la même ville, je me rappelle lui avoir envoyé un DM. Et du coup, il a répondu à ce DM en disant je lui ai dit, écoute, je pense que je peux t'aider. Et du coup, il était curieux parce qu'il était encadré par un des plus gros centres ici à Genève voilà, qui pèse des millions et des millions. Et si tu veux, je lui ai dit, écoute, on fait une séance et je te montre en gros ce que je peux te montrer. Parce que j'étais pas vraiment satisfait de la prise en charge du centre à ce moment-là. En tout cas, ce que je voyais, les peu d'images que je voyais, ça ne faisait pas sens. Et du coup, il était curieux et il m'a dit: «OK, on fait la séance» et puis, il a apprécié directement après la première séance et il a dit: «OK, je veux en savoir plus» et on a continué et très rapidement, il a décidé de lâcher la team avec qui il travaillait dans ce gros centre où, tu as les infrastructures à des millions pour venir travailler avec moi dans une salle une box où il y avait, absolument rien et on a eu des résultats extraordinaires, tu vois? On a pu, lui donner, un nouveau genou pour prolonger sa carrière de 2 ans, alors qu'il croyait que c'était la fin et aujourd'hui on est de très bons amis et il a toujours parlé de moi en bien et puis ça s'est fait un peu de bouche à oreille. Je dirais que OK. lui, c'était le premier athlète en Europe. Après, j'ai eu un gros athlète aux États-Unis, une star de NBA. Et ça s'est fait parce que bah, je vivais aux États-Unis et j'étais pas mal installé dans la communauté des coachs de strength and conditioning, donc tous les préparateurs physiques aux États-Unis. J'avais intégré un réseau, beaucoup qui respectaient mon travail, qui m'aimaient bien. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait justement ce joueur de NBA, Serge Ibaka, pour ceux qui le connaissent. Eh bien, son préparateur m'avait appelé, il m'avait dit écoute, il y a Serge qui doit venir en Europe. Et il nous a demandé de nous connecter avec un préparateur physique de confiance. Il m'a dit j'ai pensé à toi, pour moi, tu étais le meilleur. Et voilà, c'est le préparateur qui m'a appelé tout simplement. Et il voulait que moi, je l'accompagne en Europe. Et j'ai voyagé avec lui en Europe, en Afrique pendant la off-season et on a travaillé ensemble. Et ça, c'était vraiment les grosses têtes. Et après, ça s'est fait petit à petit où les athlètes m'ont toujours contacté. Tu vois, les gens, ils entendent parler de ton travail, ils regardent, ils savent que tu as travaillé avec un tel. Et ça se fait comme ça. Pour Gaël, mon fils, eh bien, ça s'est fait parce que Joe Wilfried Songa, j'ai travaillé également avec Joe Wilfried Songa qui a recommandé mon travail auprès de Gaël, mon fils. Et un jour, j'ai reçu un appel de Gaël, mon fils, qui m'a dit hey, j'ai envie qu'on se rencontre. Et en gros, ça fait comme ça. C'est marrant parce que moi, là, j'y pense comme ça à haute voix, mais j'ai avant, je me rappelle ne pas répondre aux appels qui étaient des numéros privés, des numéros que je connaissais pas trop. Mmh. J'aimais bien respecter un peu mon intimité et c'est vrai que ces dernières années, bien, ça a changé complètement parce que je sais que si je reçois un appel en privé
ou un truc comme ça, ben, ça peut être un numéro masqué. Je sais que ça peut être un athlète de haut niveau et du coup, je réponds et c'est souvent ce qui se passe. Et du coup, je reçois des appels et puis, hey, c'est un tel, c'est un tel nom. Et je me dis, ah, ok. Et puis voilà, enchanté, on se rencontre. Aujourd'hui, ça s'est fait grâce au bouche à oreille. Donc, totalement bouche à oreille à 100%. J'ai plus jamais démarché quelqu'un, j'ai plus parlé à personne. Ça s'est fait comme ça. Donc, voilà. Ok, ça marche. Et juste question curiosité, qu'est-ce que ça te fait quand tu as un joueur comme ça qui t'appelle, tu le reconnais, tu le connais, et il te demande tes services, comment tu... Parce que toi, tu dois rester professionnel, mais je pense au fond de toi, quand même, t'es content, comment tu réagis? Alors, moi, il y a des athlètes avec qui je travaille que, voilà, que je respectais, que je regardais moi-même en tant que téléspectateur, en tant que fan à la télé, dont Gaël Monfils, dont Joe Wilfried Tsonga, qui sont les plus grands tennisman français, en incluant Yannick Noah. Et c'est vrai que la première fois que bah, je les ai rencontrés, moi je suis quelqu'un de. J'ai l'habitude, j'ai envie de te dire, ça fait peut-être prétentieux, mais aujourd'hui, j'ai l'habitude de côtoyer des célébrités, des gens de renommée. Quand je vais à New York, déjà, j'étais déjà dans un certain gratin où j'avais déjà entraîné des producteurs de films et du coup, j'avais rencontré des stars, des Kenny Reeves et des trucs comme ça. Je sais pas, je me suis. J'ai jamais. J'ai jamais été le fanboy, si tu veux. Je suis quelqu'un de très simple, quelqu'un de très modeste. Et je respecte la personne pour qui elle est, sans trop de fanatisme. Tu vois, je suis content, je te vois, et salut, et je te dis que je kiffe ce que tu fais. Mais, euh, mais je ne change pas. Je suis la même personne, c'est-à-dire que je vais traiter Suzy du supermarché de la même façon que je vais traiter une star de NBA, que je vais traiter Gaël Monfils, etc. Le traitement est toujours le même. Après, c'est vrai que ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens que tu respectes et des gens euh, voilà, pour lesquels tu as une certaine admiration auprès de leur travail, qui ont la même réflexion pour ton travail et qui veulent travailler avec toi. Donc ça fait plaisir. C'est vrai que les premières fois, tu es un peu, tu vois, t'es un peu, tu sais pas trop comment te positionner, tu es un peu surpris. Mais je dirais Hmm. qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude et il n'y a, pas de, y a pas de favoritisme. Je les traite de la même façon. Comme je t'ai dit, que n'importe lesquels de mes clients, c'est exactement le même traitement. Ok, ça marche. J'aimerais rentrer sur un sujet un peu plus axé prépa physique, un sujet que je pense qui te passionne autant que moi, c'est la mobilité. On en entend Ouais. parler euh, beaucoup, tu vois, avec plein de personnes différentes. Est-ce que dans un premier temps, toi, tu pourrais juste définir la mobilité et après, on rentrera un petit peu plus dans certains détails. Oui, alors la mobilité, c'est, tu sais un peu ce que j'ai fait, tu as entendu parler de mon travail, c'était le corps de, de quasiment tout ce que j'ai posté depuis des années maintenant. Quand c'était pas à la mode, j'en parlais. La mobilité, eh bien, on va définir ça comme du travail articulaire spécifique. J'aime bien l'englober de cette façon-là pour ne pas tomber dans les clichés des drills de mobilité ou des exercices de mobilité auxquels on pourrait penser ou auxquels on pourrait faire face sur Internet. Après, la définition que tout le monde va s'accorder à utiliser de nos jours, c'est que c'est une combinaison entre différentes caractéristiques qui sont la souplesse, et qui est la flexibilité, et la force et le contrôle moteur qui vient avec la force de toute façon. Donc voilà, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien le définir comme simplement du travail articulaire spécifique. Voilà, c'est comme ça que j'aime Ok. définir le tout. Pour un sportif de haut niveau qui cherche la performance, à quoi ça va lui servir d'aide mobile? Et est-ce que si, pour certaines articulations, s'il va pas dans des amplitudes entre guillemets extrêmes, est-ce que il faudrait quand même tendre à développer sa mobilité, même s'il va pas dans ces amplitudes-là? Alors, il y a plusieurs points à soulever ici. Le premier point, encore une fois, qui revient à ce pourquoi j'utilise cette définition du fait qu'on fait du travail articulaire et pas forcément euh, on n'a pas forcément ce concept d'expansion à chaque fois. On ne cherche pas toujours à créer cette expansion d'un point de vue articulaire, dans le sens où on n'est pas tous obligés de faire le grand écart. Tous les athlètes ne sont pas obligés d'aller dans des positions extrêmes. Le but, c'est déjà d'analyser l'individu et de voir si l'individu a accès aux amplitudes auxquelles il devrait avoir accès. Et ce qu'on aimerait faire, nous, en tant que préparateur physique, c'est de créer une marge de sécurité. De dire, hey, tu vois, dans ton sport, tu as besoin de ça, tu as besoin de X. Moi, je vais te donner X plus 10 parce que le plus 10, c'est ce qui pourrait te sauver ou l'articulation ou diminuer les dégâts si tu venais à te retrouver dans cette amplitude-là. C'est un peu ça l'idée. Et après, ça peut être aussi simplement le fait de renforcer entre guillemets ici, hein, c'est très général, je ne sais pas quel genre d'audience tu as dans ton podcast, si on doit être très techie, spécifique ou pas,
mais renforcer les amplitudes qu'on a déjà et les améliorer. Des fois, ça peut être ça. Donc, vraiment, je tiens à créer cette distinction entre le fait de parler de mobilité avec un travail qui est axé sur les articulations, dans le sens où on isole les articulations, versus travail axé sur les articulations dans le but de chercher une expansion. Et c'est malheureusement ce à quoi on attribue le terme mobilité en tout temps, alors que ça ne l'est pas. Parfois, oui, mais pas forcément. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, j'ai divagué, mais pour les athlètes de haut niveau, c'est ça. C'est euh, leur donner des options en plus, c'est très important. C'est le premier truc qui vient en tête. Et améliorer la qualité de leur tissu de manière spécifique, d'une façon qu'ils ne Mmh. pourront pas retrouver dans leur activité sportive et dans le travail standard de préparation physique. OK, d'accord. Et si tu devais du coup résumer les intérêts, OK, je suis mobile, à quoi ça me sert dans le sport? À quoi ça me sert pour créer une performance derrière? Alors, encore une fois, il y a tellement d'axes à prendre ici que je vais essayer d'être Oui, le oui, mais t plus concis ouais, c'est possible. assez général. Déjà, comme je te l'ai dit, être mobile, c'est pour ça que j'ai du mal avec ça, parce que être mobile, souvent, ça sous-entend le fait d'avoir accès à plus d'amplitude de mouvement, alors que pas forcément. On peut, le travail de mobilité tel que je vais le définir, c'est qu'on peut simplement chercher à créer du tissu de meilleure qualité ou régénérer du tissu de meilleure qualité, sans forcément chercher à créer plus. Donc ça, c'est le premier aspect. Si on a du tissu qui est dégénéré, eh bien, le travail de mobilité va nous permettre de créer du tissu de meilleure qualité, ce qui va offrir aux athlètes, bien entendu, une diminution de douleur éventuellement, une meilleure utilisation de ces tissus. Qui dit meilleure utilisation de ces tissus dit que l'on va pouvoir optimiser nos mouvements, parce que si on a des tissus qui ne sont pas qualitatifs, et bien le corps va quand même effectuer les mouvements, mais en détournant ces problèmes de tissus de mauvaise qualité. Et du coup, on est en train d'optimiser le mouvement dans sa globalité, d'un point de vue macro, en s'attardant sur le micro. Maintenant, pour le côté prévention blessure, eh bien, comme je l'ai dit, le but, c'est de créer une marge de sécurité, ce qui veut dire que si l'athlète venait à se retrouver dans l'expression de sa performance dans une position qui serait inadéquate, eh bien, il aurait les capacités d'absorber de la force dans cette position pour soit repartir dans une direction donnée, soit pour simplement voilà, rester dans la position sans ajouter de dégâts à cette dernière. Donc, d'un point de vue amélioration de l'optimisation du mouvement, je dirais, et prévention des blessures ou mitigation des blessures, c'est là l'intérêt principal qu'on va retrouver avec le travail de mobilité. OK. Je vais dévier un petit peu, mais toujours dans cette, logique. Tu parlais d'amplitudes, extrêmes dans lesquelles on peut se retrouver. Mhm. Est-ce que tu penses que c'est un axe qu'il faut tendre à développer chez les sportifs, étant donné qu'il y a déjà toutes les qualités, que tout le monde connaît, qu'on va venir travailler sur des mouvements, globaux? Est-ce que tu penses que c'est une piste à creuser justement d'aller venir renforcer dans des amplitudes extrêmes? C'est quoi tes pistes de réflexion autour de ça? Encore une fois, ça va dépendre du sport, ça va dépendre de l'athlète, de l'individu. Il faut toujours contextualiser le tout et se dire, OK, hey, je pense qu'on n'a pas assez de ça pour tel athlète, pour tel contexte. Et là, éventuellement, on peut aller chercher une certaine extrémité, mais pas pour tous les athlètes. Maintenant, le travail de mobilité, je pense qu'il est très important parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsque on fait ces activités physiques, eh bien, on dégrade notre corps. Okay, notre corps est constamment en dégradation, on accélère cette dégradation avec notre activité physique. Et du coup, ce qui est intéressant d'un point de vue préparation physique, eh bien, c'est qu'on arrive à restaurer, en gros, ce qui a été perdu durant l'expression de cette activité physique. Et ça, c'est super intéressant, sans pour autant aller chercher ces extrémités. Mais comme je l'ai dit, dans certains cas, eh bien, ça peut être intéressant de se dire, hey, je vais aller chercher certaines extrémités, mais dans ton contexte à toi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que je Mmh. peux aller chercher un certain étirement au niveau des ischio-jambiers pour ta situation, sans pour autant te forcer à faire le grand écart. Ça a du sens? Donc ça dépendra ce que toi tu Mmh. définiras comme extrême et extrémité. Je pense que tout est relatif encore une fois à l'individu, au contexte. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ça dépend du contexte. Mais ouais, si je prends un exemple, par exemple, un handballeur où il va venir, tu vois, armé, où du Ouais, coup avec un contact, il peut venir beaucoup plus, tu vois, en arrière, du coup, en rotation externe, vraiment, ouais. très très prononcé, quoi. Après, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu viens de mentionner, c'est que, encore une fois, et j'en reviens à ce que je disais auparavant, quand je définissais la mobilité comme du travail articulaire spécifique qu'on ne retrouve pas dans le modèle standard, c'est que dans le modèle standard, eh bien, tu vas avoir ces adaptations qui vont être globales,
qui nous permet de travailler sur certaines qualités. Les qualités, il y en a trois, la force, l'endurance et la vitesse, mais tu ne vas pas pouvoir le faire d'un point de vue micro. Et le travail articulaire va nous permettre de le faire d'un point de vue micro, c'est-à-dire qu'on va pouvoir développer ces qualités sur des tissus bien spécifiques, en visant des fonctions articulaires bien spécifiques. Comme tu l'as mentionné pour la rotation externe de l'épaule, il n'y a aucun exercice en salle de musculation, qu'un squat ou qu'une fente qui te permet de travailler sur ta force max de ta rotation externe, ou sur la vitesse de ta Hmm. rotation externe, ou sur l'endurance de ta rotation externe. Donc, tu vois, c'est là où le travail de mobilité est beaucoup plus global que comment il est apporté ou amené sur les réseaux sociaux. C'est le sens que je te dis, sans forcément chercher à créer plus de rotation externe. Juste, OK, la rotation externe que tu as, ben, on va te rendre plus rapide, plus fort, plus endurant. Ça a du sens, sans forcément, encore une fois, rattacher le tout à cette expansion. On cherche tout le temps à aller dans l'extrémité, à créer plus, etc. Et ça, encore une fois, je pense que c'est le bénéfice du travail de mobilité lorsqu'il est bien compris et principalement dans un contexte de préparation physique avec les athlètes. Et tu penses que de ce qu'on voit sur les réseaux, c'est beaucoup trop restreint quand on parle de mobilité, Bien de sûr, ce je qu'on pense que voit? ouais, bien sûr, c'est restreint et peut-être que j'en suis coupable aussi d'une certaine façon, vu que on va se donner les crédits parce que je suis un des premiers à en parler. Donc, je sais qu'au début, bah, moi, dans ma quête à moi personnelle, eh bien, j'ai fait tous les grands écarts, j'ai fait les ponts, j'ai tout cherché à faire parce que je pense que celui qui cherche le savoir doit maximiser cette quête et cette recherche. Et c'est ce que j'ai cherché à faire parce que quand tu vas dans les extrêmes, eh bien, tu apprends des trucs que tu n'apprendrais pas si tu n'étais pas allé dans les extrêmes. Eh bien, effectivement, le fait, moi, d'aller chercher ces grands écarts, d'aller chercher ces ponts, etc., ces limites extrêmes au niveau de chaque articulation, eh bien, j'en ai appris énormément. Tu vois. Maintenant, c'est pas ce que je vais forcément euh, recommander ou faire à tous mes athlètes ou mes clients. Je vais utiliser une partie de ce savoir-là en disant, hey, moi, je sais comment créer cette expansion maximale. On ne peut pas aller plus loin que ce que j'ai cherché à faire. Du coup, je sais où on doit s'arrêter, je sais le prix à payer pour aller là, je sais ce qu'il faut adapter, etc. Et, euh, et du coup, j'ai perdu complètement le fil de la question. Mais je suis coupable du fait que hey, j'ai montré ces extrémités et que peut-être on associe ça que à le travail de mobilité, que à ça, alors que, bien entendu, ça serait limité la beauté du travail de mobilité si on venait attacher le tout que aux figures de grand écart, etc. Après, encore une fois, c'est l'expression, tu vois, c'est comme si, je sais pas, tu donnes des conseils financiers, mais tu as envie de montrer que tu as des millions sur ton compte. Si tu montres que tu as rien sur ton compte, eh bien, ça devient compliqué de croire ce que tu dis. Donc, je pense que, encore une fois, c'est une question de recherche, quête personnelle. Chacun décide de juger là où il veut s'arrêter. Moi, c'est la quête que j'ai cherché à entamer et je pense qu'il y a des valeurs à le faire d'un point de vue personnel, dans, encore une fois, ce travail de recherche, mais que ce n'est pas obligatoire forcément pour tout le monde, dans tous les contextes. Ok, ça marche. Non, mais je pense que Johan, tu fais c'était des bien grands du coup écarts, toi? de. Moi, compliqué. C'est pas la souplesse, c'est pas mon fort, tu vois. Ouais. C'est pas mon fort. Moi, un peu tendu. Mais faut que j'y travaille. J'y travaille. Ben moi, j'étais J'y comme toi, travaille. tu vois. Moi, à la base, j'ai pas fait le travail de mobilité parce que je trouvais que c'était cool ou parce que c'était à la mode. J'ai jamais suivi les tendances fitness. Je l'ai fait parce que j'avais de vrais problèmes articulaires. C'est comme ça que je suis tombé dedans. Parce que personne ne pouvait me soigner, j'avais mal partout. J'ai eu une première opération à l'épaule, on a voulu m'opérer également à mon épaule droite. Par la suite, à deuxième épaule, du coup, et je me suis dit, attends, il y a un problème. Et c'est là où, à force d'avoir des douleurs partout, je me suis dit, ok, je dois me pencher dessus. Et c'est comme ça que j'ai pu m'aider moi dans un premier temps. Et ensuite, j'ai décidé de partager ce savoir avec les autres. Mais c'est clair que si tu fais cette première quête sur toi-même, tu vas en apprendre énormément. Et j'invite vraiment tous les préparateurs physiques, tous les coachs, les personal trainers, si vous rentrez dans ce milieu, faites cette quête personnelle. Parce qu'il n'y a aucun livre, il n'y a aucune formation, en incluant même mes formations, qui va vous en apprendre plus que cette expérience personnelle. J'en suis persuadé. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, c'est ce que je m'efforce de faire, hein. Moi, je suis pas très mobile, tu vois. Et maintenant, avant mes séances, etc., je me force à prendre un moment, faire la mobilité et même je me sentirais. Peut-être tu proposes quelque chose à tes athlètes et tu l'as même pas testé sur toi-même, ça fait un peu imposteur, entre guillemets. Donc je pense que c'est la C'est moindre ça. des choses de tester au moins sur soi-même et ensuite À pouvoir fond. mieux coacher par ailleurs, quoi. À fond, à fond. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'au final, tu cherches juste à améliorer la qualité de ton service et ça passe par cette quête personnelle.
Bah oui, c'est ça. Tout à fait. Sans être forcément le meilleur dans tel domaine, mais au moins l'avoir vécu sur Exact. soi-même, quoi. Exactement, exactement. J'aimerais parler d'une deuxième thématique avec toi, une thématique, que j'apprécie et que toi Hein, aussi tu apprécies, je le sais, c'est l'hypertrophie. OK. Hem, on parle, d'hypertrophie des fois assez large. Je sais Mmh. on définit souvent l'hypertrophie avec 2, on va dire 2 paramètres. On a f 2 ouais, 2 paramètres, on va appeler ça comme ça. L'hypertrophie myofibrillaire et sarcoplasmique. Ouais. Est-ce que, tu pourrais nuancer un peu les 2, différencier les 2, ou est-ce que toi tu vois l'hypertrophie juste hem, sur, une s au sens large? Est-ce que tu la vois au sens large, ou est-ce que tu fais des distinguos et cetera entre ces 2 termes? Moi, je vais te dire un truc. Je vais faire mon coup de gueule ici. Mais je pense que Vas-y. j'ai fait des podcasts là-dessus. Je vous inviterai à les checker. J'ai fait des mini masterclass sur mon podcast en parlant d'hypertrophie, en parlant du développement de certaines qualités, en rentrant dans des détails. Mais franchement, on cherche à rendre le truc plus compliqué que ça ne l'est. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est Ouais, un ouais. peu, ça commence à, je vais parler cru parce que je parle comme ça commence à me faire chier, tu vois? Je vais être honnête avec toi, ça commence à me faire chier qu'on cherche à rendre le truc simple, compliqué. Je trouve qu'on cherche, vraiment à rajouter des problèmes là où il y en a pas. Alors, c'est intéressant de connaître la science derrière, mais souvent ce que tu vas remarquer, c'est que même quand tu connais la science derrière, et je la connais, heu, eh bien, tu te rends compte que dans la pratique, ça change pas grand chose. C'est ça en fait, il faut arrêter de rajouter trop de problèmes et de détails là où c'est pas nécessaire d'en rajouter. Selon moi, c'est mon débat, à l'heure actuelle. Alors, est-ce que je fais la distinction? Non. Est-ce que je cherche à créer une distinction entre la l'hypertrophie myofibrillaire, sarcoplasmique? Non, je pense qu'il faut savoir à quel moment tu vas utiliser quoi. Dé En plus, déjà, il faut savoir que c'est des trucs qui sont étudiés, mais qui sont pas, véridiques dans le sens où, on a besoin d'encore plus de recherches à chaque fois, pour prouver que la théorie qu'on a derrière, c'est absolument vrai et heu et l'idée, c'est juste de comprendre que dans la pratique, on sait comment ça fonctionne et dans la pratique, hey, on a compris qu'il y a certaines variables qu'on devait maîtriser et en maîtrisant ces différentes variables, eh bien, on arrive à créer des résultats. Parfois, on n'est pas les meilleurs à l'expliquer. C'est un peu le problème de la neuroscience, c'est que souvent, ils font les trucs juste dans la pratique, mais l'explication théorique derrière, eh bien, elle vaut rien du tout. Et c'est pour ça que là, les intellos, ce que j'appelle les intellos de PubMed, pointent la neuroscience du doigt, sans chercher à extrapoler ce qu'il y a d'intéressant dans la pratique. Et je pense qu'il y a ce conflit entre les deux mondes qui ne devrait pas avoir lieu. Et c'est là que j'aimerais retrouver plus de gens comme moi qui, je pense, hein, ont cette humilité de se dire, ouais, je pense qu'il y a des trucs bons à prendre des deux côtés. Ne compliquons pas ce qu'il n'y a pas à compliquer. On l'a compris, les gars, l'attention mécanique, c'est le facteur clé. Ramenez vos séries à proximité de l'échec ou à l'échec. Comprenez qu'il y a une relation inverse entre l'intensité et le volume, et également entre cette proximité de l'échec ou le nombre de séries euh, amenées à proximité de l'échec et le volume que vous allez faire. Et c'est tout, et tu vas prendre du muscle. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, aussi ouais, simple ouais. que ça. Et c'est pour ça que depuis la nuit des temps, eh bien, on prend du muscle, tu vois. Que tu t'y connais pas, mais tu arrives quand même à prendre du muscle. Donc peut-être que c'est moi qui suis fatigué de parler de ces sujets, mais je pense que c'est un coup de gueule qui est nécessaire dans l'industrie. Alors certes, je pourrais être là et faire l'intello et j'ai déjà fait, mais est-ce que ça fait vraiment avancer qui que ce soit? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Pour moi, ce ne sont pas les Ouais, ouais. variables, ce sont pas les variables clés et on se perd et on se perd et je pense que beaucoup de gens mentent. Beaucoup de préparateurs mentent, veulent se faire, ouais, ils veulent faire croire qu'ils sont plus intelligents qu'ils ne le sont. Certains qui, voilà, vont faire miroiter des réalités avec les athlètes de haut niveau qui n'est pas réel. Moi, je travaille avec les athlètes de haut niveau, je sais ce que c'est. Je sais comment ça se passe. Je sais que tout ça, c'est des détails futiles. Et il y a d'autres détails sur lesquels on doit plus s'attarder. Et je pense qu'encore une fois, c'est le mauvais message qui est partagé aux coachs, aux préparateurs physiques. On dit, les gars, attardez-vous sur X, Y, Z, alors que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ABC. Si tu t'attardes sur ABC, bien là, tu vas avoir vraiment des résultats et tu vas offrir des résultats à tes clients. Donc voilà, moi, c'est juste ça. Et je pense que myofibrillaire, sarcoplasmique, les gars, fais pas chier. Tu vois ce que je veux dire? C'est OK. pas Ouais, contre toi, tu vois. ouais. Je trouve que Non, c'est mais juste oui. le, le message du moment parce que ta question, elle est pertinente. Et elle est posée dans un contexte qui est pertinent parce que c'est les débats que tu vas entendre, etc. Alors que c'est pas important. Et je pense que toi-même, tu sais, c'est pas important.
Oui, mais en fait, je me Voilà. doutais de ta réponse. Je voulais quand même te poser la question, Ouais. mais je me doutais de ta réponse quand même. Ouais, non, mais tu peux me la poser. Je sais pas si tu t'attendais à cette réponse-là, mais peut-être que si tu me l'avais posée il y a quelques mois, où je vois que c'était pas la nouvelle trend, je t'aurais donné une réponse plus technique. Et là où je me rends compte qu'en fait, j'ai pas envie d'alimenter ce genre de débat, tu vois, des trucs inutiles. C'est des trucs inutiles. Il y a des trucs qui sont plus importants et c'est ça en fait. Et c'est pourquoi j'ai créé aussi mon programme mentorship en me disant les gars, c'est une phrase que j'utilisais souvent, c'est débarrassez-vous du bruit, écoutez la musique. En gros, écoute les notes qui font sens, tout ce bruit, le brouhaha, etc., des trucs qui servent à rien, on s'en débarrasse. Et je pense que c'est important de garder ce filtre-là en tête. Tu l'as dit tout à l'heure, la proximité à l'échec, elle est très importante et je te rejoins à 100% là-dessus. Si on veut prendre du muscle, faut pousser, voilà. C'est ça. Euh, il y a, alors je vais pas parler pour une pratique personnelle, bodybuilding ou je sais pas quoi, mais quand tu prends un sportif de haut niveau qui a besoin de prendre un peu de muscle, tu vois, dans ce contexte-là, Mhm. tu as envie de suivre les perfs qu'il fait de semaine en semaine sur des mouvements répétés, etc. Comment Mhm. tu t'y prends? Est-ce que tu vas lui dire, je vais prendre un exemple très basique, tu vas faire 4 fois 10 à telle charge, mais du coup, s'il fait son 4 fois 10 à telle charge, il sera pas à l'échec à chaque série, et même peut-être sur les premières, du coup, il aura plusieurs reps en réserve. Ou alors tu lui dis, tu dois me faire un 4 fois 10, tu lui donnes pas une charge exacte, mais tu lui dis, tu dois être, je sais pas moi, une rep avant l'échec. Et du coup, systématiquement, sa charge, elle va probablement descendre sur ces dernières séries parce que c'est compliqué de maintenir un même poids sur un même nombre de reps à intensité très élevée. Est-ce que tu vois un peu le distinguo que j'ai entre les deux là? Bien Et sûr. est-ce que tu préconises quelque chose? Est-ce qu'il y en a un qui te semble moins pertinent que l'autre? Je parle vraiment du coup dans un but de suivre les perfs d'un athlète de semaine en semaine qui a besoin de prendre un peu de masse. Alors moi, là, tu parles du contexte de l'hypertrophie uniquement, on est d'accord, hein? Ouais, c'est Ok. ça, ouais. Ok, déjà, je vais te dire simple. Moi, pour l'hypertrophie, j'utilise pas de rep en réserve, de RPE, etc. C'est simple. Ok. Je le dis dans mon podcast, c'est l'intro parce que mon vidéo, c'est rigolo à chaque fois, il l'a mis dans mon intro de podcast. 8 à 12, tu fais 8 à 12. En gros, c'est très simple. L'idée, c'est on doit respecter deux principes clés. Ce sont les deux seuls principes qui sont le principe de la surcharge progressive et le principe de la spécificité, qu'on appelle en anglais SAID, Specific Adaptations to Impose the Med. Le principe de la spécificité va être dicté par la sélection d'exercices, les lignes de tissu qu'on va chercher à viser, de par comment on va manipuler l'exercice éventuellement. Ensuite, la surcharge progressive, eh bien, on va chercher la façon dont j'aime organiser le tout pour respecter ce principe-là, c'est que j'aime bien travailler sur des cycles de 3 semaines de manière générale. Et je vais soit manipuler le volume de travail, soit l'intensité. OK? C'est ce que je vais faire. Donc, semaine 1, ça va être ma semaine de base de référence. Et je vais revenir à ça. Semaine 2, je vais chercher à augmenter l'intensité. C'est-à-dire, je vais rajouter plus de charge. Un certain pourcentage, ça va dépendre très large, une fenêtre de 2 à 10%. Ça peut être 2 à 5 en fonction de l'intensité ou 5 à 10% en fonction des intensités, encore une fois. Et semaine 3, c'est là où je vais augmenter le volume tout en gardant la même intensité que la semaine 2. J'ai un modèle plus ou moins similaire sur 4 semaines éventuellement. Okay, mais sur 3 semaines, c'est comme ça que je vais m'organiser le tout. Maintenant, pour revenir à la base de référence, moi, c'est simple, pas de RPE, pas de rep en réserve pour de l'hypertrophie. Ce que je fais, par contre, c'est que je ne te donne pas un nombre ou un chiffre à atteindre. Je te donne une rangée. C'est-à-dire que je ne vais pas te dire fais 10 répétitions. Je vais dire, OK, fais 8 à 12 répétitions. Et je vais structurer le tout de façon à ce que le tout puisse être organisé et respecté de manière stricte de semaine en semaine. C'est-à-dire qu'on va maîtriser le tempo de travail, etc. Parce que si tu changes le tempo chaque semaine, eh bien forcément, tu n'as pas les mêmes bases de référence, tu ne progresses pas exactement de la même façon. Et du coup, j'ai choisi ma rangée de répétition. 8 à 12, 4 à 7, peu importe, c'est ma rangée. Et il y a des paramètres qui sont accordés avec cette rangée, le tempo, le temps de repos. Et ce qui compte pour moi, c'est que durant la semaine 1, eh bien, on va faire une montée en gamme jusqu'à trouver le poids qui nous permette de rester dans cette rangée. Donc le 8 à 12, le classique. OK? Et tant qu'on reste dans cette rangée, sur le nombre de séries qu'on va faire, imaginons 3 séries, eh bien, c'est que
on a le bon poids. Si on fait les choses bien, selon moi, ce qu'on devrait observer, c'est un manque de capacité à répéter exactement le même effort de série en série. Pour parler français, première série, tu arrives à faire 12 répétitions avec 30 kilos dans chaque mois au développé couché, avec un tempo bien précis. Série 2, tu vas peut-être réussir à en faire 11 ou 10. Bam, série 3, tu vas réussir à en faire 8, 9. Et ça me dit qu'on est dans le juste. Pourquoi? Parce que si je suis la logique de l'entraînement, si vraiment je stimule mon corps et je l'amène à proche de ce seuil, parce que c'est que comme ça que le corps s'adapte et s'améliore, en incluant Mhm. l'hypertrophie tissulaire, eh bien, normalement, la quantité d'énergie que j'ai à disposition doit diminuer. Si j'arrive à fournir exactement le même effort dans ce contexte-là, je précise encore une fois l'hypertrophie, parce que si on parle d'autres contextes, c'est différent, eh bien, c'est que je n'ai pas fourni mon effort maximal durant la première série. OK? Donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est justement des répétitions plus ou moins décroissantes au fil des séries. Et ça me dit, tu vois là, sur tous les paramètres qu'on a cherché à organiser, à la fin, là, avec ton 2 minutes de repos, à la fin de la troisième série, là, tu as fait le rep minimum. Je sais qu'on a maximisé l'adaptation. Tu comprends ce que je veux dire? Et Mhm. où je prends du temps, c'est la semaine 1, justement, pour trouver le poids qui est approprié. Le poids qui va être approprié en me disant, hey, tu vois, on monte. Hey, t'aurais pu en faire plus que 12. Ok, non, je veux qu'on reste dans le 8 à 12. On monte. Ah, pam, là, j'arrive à en faire, là, je sens que j'arrive qu'à en faire, je suis dans la dizaine. Ok, c'est le poids qui nous correspond, tu vois. Donc, la première semaine, je prends le temps vraiment pour établir les poids. Pour les athlètes de haut niveau, quand on va travailler sur un effort dynamique ou un effort max, on peut traquer aussi, pour ceux qui font du velocity-based training, c'est ce que je fais avec certains de mes athlètes. C'est un truc que j'ai très peu abordé, mais que je fais depuis des années. Je vais traquer la vitesse de barre, la vitesse de déplacement de la barre pour me dire, OK, tu vois, je sais que là, on travaille sur cette qualité-là. Et ça me permet de ne pas me limiter aux facteurs subjectifs où l'athlète me dit, oui, c'est lourd ou c'est pas lourd. Non, non, là, je sais que là, tu bouges. On doit être entre le 0,5, 0,7 mètres par seconde sur la vitesse de déplacement de la barre. Je sais qu'on est bon. Ah, je vois que le gars, il bouge la barre, tu vois, à 0,9 mètres par seconde. Non, c'est trop léger. OK, on monte. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, à chaque fois, j'utilise des paramètres qui me permettent de calibrer le tout de la meilleure des façons pour que je puisse organiser la suite. Et c'est comme ça que j'organise le tout. Et sur les 3 séries que j'ai demandé de faire, les 3 séries, on va les pousser à bout tant qu'on reste dans la rangée de répétition. La rangée de répétition n'est que le reflet de l'intensité qui est demandée à être utilisée. Ça a du sens ce que je dis? Ouais, bah tu vois, ça me parle plus que des choses classiques qu'on entend où tu vas faire ton 4x10 et du coup ta première série, tu fais un 4x10 et généralement bah tu aurais pu en faire 15, tu vois. Et moi, tu Ben vois, ouais. cette logique, elle me paraît contre-intuitive par rapport en sachant qu'il faut aller preuve de l'échec. Tu vois, ça crée un peu un problème. Du coup, tu vois, ta vision, elle est super intéressante et ça me parle. Et est-ce que tu pousses tes séries à chaque fois à l'échec? Ou tu te gardes, bon, toi tu l'utilises pas, mais une rep en réserve par exemple. On sait que il y a pas une grosse diff. Ou c'est échec, 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 échec. Échec, mec. Tu vois, c'est 8 à 12. Mais 8 à 12, j'ai envie de dire ce qui rigole là, parce que échec. Le seul contexte pour lequel je dirais, OK, garde une répétition en réserve pour de l'hypertrophie, eh bien, c'est que je vais me dire, c'est un mouvement complexe, j'ai peut-être peur que le gars, à la dernière série, ah, c'est chaud sur un squat. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, Ouais, on va considérer pour l'hypertrophie, tu vois, l'échec technique. C'est-à-dire qu'on sent que la forme se casse. Tu pourrais faire une répétition ou deux en plus, mais la forme, elle n'est pas correcte. Et dans ce cas-là, eh bien, ça s'arrête. C'est de l'échec pour moi. Tu comprends? Je ne vais pas attendre que tu n'arrives plus à vraiment à marcher. Non, c'est, hey, là, tu n'arrives plus. OK, on revient en arrière. L'exercice, c'est quoi? L'exercice, c'est simplement un outil que tu utilises pour filtrer une demande spécifique sur des tissus, un tissu ou des tissus. OK? Si je vois que j'arrive à faire la répétition, mais je ne suis plus en train d'utiliser les tissus que j'ai envie d'utiliser. Certes, je fais la répétition, mais je ne suis pas en train de créer l'adaptation sur les tissus que, à la base, je voulais viser. Ça a du sens ou pas? Donc, c'est ça. Pour l'hypertrophie, hey, let's go. Tu vois, tant que tu sens, hey, la prochaine, elle va pas passer avec la bonne forme, tu poses. Tu vois ce que je veux dire?
Aussi simple que ça. Et en plus, avec l'hypertrophie, encore une fois, j'en reviens aux paramètres qu'il faut maîtriser, c'est qu'avec n'importe quelle intensité, tu peux construire du muscle à condition que tu t'approches de l'échec. Et si tu travailles avec des intensités qui sont modérées, voire basses, avec des répétitions élevées, le risque il est faible. Tu vois ce que je veux dire? Le Ouais, ouais, risque, ouais, ouais, je suis d'accord, thermal, ouais. il est faible. C'est ça, c'est que, encore une fois, ce que je te dis, on essaie de rajouter de la technicité là où il n'y a pas lieu d'être, selon moi, pour miroiter un semblant d'intelligence. Ce qu'il faut maîtriser, c'est simple. Dans mon discours, c'est OK, on va pousser ces séries à l'échec, mais on ne va pas faire 50 séries parce que tu n'en as pas besoin de ces 50 séries par groupe musculaire. Tu as besoin d'un minimum pour créer des adaptations. On va viser ce minimum en poussant ces séries à l'échec. Et tu vois, moi, je dis ça depuis longtemps. Il y en a plein des intellos de PubMed qui ont voulu me tomber dessus. Et là, ces derniers temps-là, il y a plein de nouvelles recherches qui montrent que, hey, effectivement, si tu pousses ces 3 séries à l'échec, c'est assez pour maintenir du muscle. Si tu en fais 9 à l'échec, eh bien, c'est assez pour même construire du muscle une fois par semaine. C'est marrant comme le temps me donne raison, tu vois. Et encore une fois, j'en reviens au truc de mobilité, c'est là. Mais moi, dans la francophonie, je peux te dire, les yeux fermés, je suis un des premiers. Même au stage, je suis un des premiers, parce que je suis un des premiers élèves du système qui a explosé aux États-Unis où j'étais un master instructeur, tu vois. Donc, c'est même pas, c'est un fait, c'est même pas moi qui dis, je sors de mon chapeau. Et j'ai dit plein de trucs que les soi-disant intello de PubMed, ils me crachaient dessus à l'époque quand je parlais de ça. Et aujourd'hui, tout ce que je disais est avéré vrai. Parce que ce que je dis, encore une fois, c'est pas basé sur un semblant d'intelligence que j'ai sorti de mon chapeau. C'est basé sur une combinaison de sources d'évidence, dont la source d'évidence qui est la plus pertinente selon moi, qui est la pratique. La pratique personnelle, la pratique des autres, les anecdotes, en plus, bien entendu, de la littérature, etc. Et là, tu essaies d'extrapoler tout et tu dis, ah, ok, mais en fait, le point, le dénominateur commun, c'est ça. Et c'est ça que je vais garder. C'est ça qui est important. C'est ça la variable que je dois garder en tête. Et quand tu comprends ça, tu n'as pas besoin de t'attarder sur tous les trucs farfelus, etc. Franchement, encore une fois, on rend le truc trop compliqué alors que cette complexité n'a pas lieu d'être. Ok, si je reviens du coup sur le principe que tu annoncé tout à l'heure, du coup, ta semaine d'après, comment tu t'y prends? Tu gardes ta même fourchette de reps et tu augmentes un petit peu le poids, ou alors tu traques le nombre de reps et tu essayes de faire le même nombre de reps, par exemple? Non, tu gardes la même charge, mais tu essayes de faire un total de reps plus élevé pour avoir cette surcharge. C'est ça, semaine 1, base de référence, semaine 2, même nombre de séries, donc même volume, enfin volume, pas volume, tu m'as compris, volume dans le nombre de répétitions Ouais, effectuées, pas le tonnage, ouais, ouais. euh, mais avec plus d'intensité. OK. Et semaine 3, je vais rajouter une série, simple, avec la même intensité que la semaine dernière. Tu ne peux pas faire plus simple en termes d'organisation. Et après, tu fais une semaine où tu décharges, une semaine Non, de, entre guillemets, non, ça aussi, je ne fais pas de deload weeks. Mais je sais pourquoi je ne fais pas de deload weeks. Et je ne vois pas pourquoi on ferait de la deload week pour de l'hypertrophie. Ça aussi, ça me fait rire, ça. non, mais C'est pas je sais nécessaire. pas, par exemple, si tu es sur des gros mouvements où tu mets des charges comme relativement lourdes, C'est quoi pour, relativement lourd? je sais pas, ça dépend de chacun. Mais si c'est Mais relativement lourd, on est d'accord que si c'est relativement lourd, ça dépend. C'est là tu me parles. Moi, si je pense relativement lourd, je pense 1, 2, 3 RM. OK? Mais là, ton but, si tu fais ça, c'est pas l'hypertrophie. On est d'accord? Parce que c'est pas ce que tu vas maximiser en faisant ça. Donc, si tu fais une deload, si tu me dis, OK, je fais de l'hypertrophie et je fais une rep, alors certes, tu peux prendre du muscle avec toutes les rangées de répétitions, mais n'abusons rien non plus. OK? C'est-à-dire qu'il faudra faire énormément plus de volume avec ton vrai 1 RM. Et si tu fais ton vrai 1 RM, normalement, en une séance, bah, tu fais qu'une rep. Si tu fais ton vrai 1 RM, tu testes, tu as fait ton 200 kg back squat, tu prends 5 minutes de pause. Normalement, tu ne peux plus faire ton 200 kg back squat parce que ta barre d'énergie, elle est vide. Ou ta capacité à décharger ces intensités les plus élevées, 90 à 100%, tu n'as plus accès à ça. Tu vois ce que je veux dire? hmm, Donc, ouais, si là, tu prends, si tu prends un CRM, t'es pas sur une charge, ouais, un 6 RM, t'es pas sur une charge légère, mais t'es quand voilà. même sur une charge Pas besoin de relativement deload lourde. week. Tu n'as pas besoin de deload week si tu fais un CRM. Tu fais 3 séries de 6. Tu peux faire ça toute l'année. Moi, je vais te dire pourquoi Ouais, les gens prennent des deload week. Parce qu'au sein de leur séance,
Ils utilisent plusieurs. Donc, tu as plusieurs blocs, plusieurs parties. Chacun va utiliser des appellations qui sont différentes dans leur séance. Et ils se disent, OK, je vais travailler avec un 3 à 5 sur la partie A, 3 à 5 reps sur la partie B, 3 à 5 reps sur la partie C, et on fait plein de volumes. 6 à 8 séries, 5 à 6 séries. En fait, tu fais tellement de volume qui est inutile d'ailleurs, parce que ce volume en plus ne va pas t'apporter des gains en plus, que de la fatigue en plus. Normal que tu aies besoin d'une deload week. Moi, ce que je te dis, c'est simple. Si tu fais ça, oui, prends des deload week. C'est quoi même, je te dis, prends une semaine off, pas une deload week. Prends une semaine off, chez toi, devant ton canapé. Moi, ce que je te dis, c'est que si tu fais le volume adéquat, sans rajouter des séries en plus qui vont soit donner des gains marginaux ou alors des gains qui vont causer plus de dégâts que autre chose, eh bien, dans ce cas-là, tu peux faire ça toute l'année. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi le volume adéquat pour toi? Pour le cas pratique ici, 3 séries à proximité de l'échelle, tu ne peux pas te tromper. Et une intensité décroissante au sein des parties de ton entraînement. Ça a du sens? Ouais, mais si tu devais donner je prends un exemple tout con. Tu veux prendre du volume sur tes pecs, tu fais juste 3 séries ou t'en fais 10 sur la semaine, 20 sur la semaine? Mais tes pecs, c'est pas un truc. Tes pecs, c'est plusieurs lignes de tissu. C'est-à-dire que tu peux organiser une séance, tu vas faire tes pecs, ou tu sais que, simple, gardons les stress simples. 2 fois dans la semaine, tu pourrais avoir des gains en une fois dans la semaine en rajoutant plus de volume. On le sait. OK? Selon moi, et selon toutes les évidences, selon moi, on aura plus de gains si on. C'est comme la fréquence. On rajoute plus de fréquence, on aura plus de gains. Tu rajoutes un peu plus de fréquence, un peu plus de gains. Tu rajoutes encore plus de la fréquence, et bien, tu n'as plus de gains. Tu vois? Si je te dis, tu fais tes pecs une fois dans la semaine, que c'est bien. C'est bien, mais tu dois faire pas mal de volume pour que, hey, vraiment, tu aies des gains. Et tu vas accumuler pas mal de fatigue aussi parce que les séries que tu vas faire en plus, ça va accumuler pas mal de fatigue. Et du coup, bah, ça a un coût pour les prochaines séances que tu vas faire. Maintenant, je te dis, tu vois, ce Mmh. volume-là, tu vas le diviser en deux. En deux, tu vas rajouter de la fréquence. Là, c'est mieux. Et là, je veux dire, tu sais quoi, tu peux rajouter 3 séances. Ah, 3, ça va te rajouter 10% de gains en plus. C'est bien. 10 à 20%. Maintenant, je te dis, oh, tu sais quoi, bah, en fait, si 3, c'est bien, peut-être que 4 et 5, c'est mieux. Mais en fait, non. Tu vois, plus, c'est pas mieux. Donc, 2 à 3 séances en termes de fréquence sur un groupe par ligne de tissu que tu vas cibler. Et 3 séries poussées à l'échec pour l'hypertrophie ici, par ligne de tissu que tu vas cibler. Maintenant, les pecs, c'est là où j'ai dit ligne de tissu et pas pecs. Parce que les pecs, c'est plusieurs lignes de tissu. Et c'est pour ça que tu utilises différentes angulations, différentes positions au niveau de la rotation de tes épaules, etc. C'est pour ça que tu mets le banc incliné, désincliné, etc. etc. à plat, différentes inclinaisons. Ouais. Quand tu fais 3 séries à plat, tu ne vises pas exactement les mêmes lignes de tissu que quand tu fais les 3 séries avec le banc incliné. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, Ouais, moi, ce ouais, que je je te dis, capte, c'est ouais. que 3 séries à plat, c'est assez pour ta séance PEC. Tu n'es pas obligé de faire 3 séries à plat. Aller ensuite faire 3 séries de pompes qui visent exactement les mêmes tissus. Certes, c'est un exercice différent, mais c'est exactement les mêmes tissus qui sont ciblés parce qu'on utilise les mêmes angulations au niveau de l'articulation d'épaule. Et ensuite, 3 séries de pec fly qui visent exactement les mêmes articulations, les mêmes angulations. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi, ce ouais, que je dis, c'est simple. C'est au je sein d'une comprends. séance, tu divises tes pecs, tu vas utiliser différentes lignes de tissu, donc 3 angulations différentes, peut-être 3 exercices différents, OK? Et 3 à 4 séries. Selon moi, 3 à 5 séries, c'est le sweet spot. 3 Mmh. séries, tu auras des gains. Tu vois? Simple. Je dirais que même tu peux faire 2 séries et rajouter des techniques d'intensification, tout ce qui va être rest pause, drop set. Ça sera l'équivalent de 3 séries effectives ou 4 séries effectives. Et c'est assez. OK. Ça a du sens ce que je te dis ou pas? Ouais, ouais, non, mais ouais, ça a du sens. Je vois pas tout à fait de la même manière. Bon, après, on pourra en débattre Vas-y, pendant des vas-y, heures, mais on est là pour ça. T'as encore, vas-y, dis-moi. je vais te poser une question. Imagine, tu parlais, je peux faire mes pecs 3 fois par semaine, Ouais. ou je fais par exemple 3 fois un exercice par semaine. Ça va pas avoir les mêmes impacts que si tu fais tes 3
tes 3 exos sur la même séance. Ça va pas avoir, J'ai pas ça peut compris. pas avoir. Imagine, on va prendre, vas-y, on est lundi, je fais mes pecs, je fais mes 3 exos pecs. Du coup, tu as stimulé tes muscles avec 3 séries sur un temps, imagine en 40 minutes, tu as fait tes 3 exos. Ouais. C'est pas la même que si tu fais juste ton développé couché le lundi, ton développé incliné le mercredi et je sais pas, un Mais j'ai exercice. pas dit ça justement. J'ai pas dit ça. J'ai dit que si Ouais, tu fais 3 exos au sein de ta séance, en imaginant un certain nombre de séries par exo, il y a intérêt à ce que les exos visent des lignes de tissu différentes au sein du groupe musculaire que tu cherches à viser. C'est-à-dire, si tu vises les pecs, 3 séries à plat, 3 séries avec une inclinaison, 3 séries avec une autre mhm. inclinaison. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors avec un Ouais, autre, d'autres angulations. Ça a du sens? C'est ce que je mhm. dis. Et ce que je te dis, c'est que 3 séries par angulation suffisent pour créer les adaptations nécessaires sur les lignes de tissu que tu cherches à développer. Ok. Mais du coup, ça aura pas le même impact si tu me fais tes 3 exos en une fois que si tu les divises sur la semaine. Ou alors est-ce que c'est mieux parce que du coup, tu as une fréquence x3 sur un groupe musculaire? Bon, forcément sur des parties différentes, mais ça reste quand même grosso modo les mêmes chaînes de muscles. Est-ce que d'ailleurs tu auras un avis là-dessus, toi, sur fréquence x3 ou tout sur le même jour? Non, justement, moi, ce que je dis, c'est de prioriser la fréquence. Ok. Bien, parce que, OK, aujourd'hui, ce que la littérature dit, c'est que tu pourrais faire tes 9 séries de pecs. Imaginons qu'on prenne pas ces 3 exercices, on a compris des angulations différentes. Et tu fais 9 séries par exercice. OK? La littérature nous dit que aujourd'hui, tu aurais les mêmes gains que si tu venais à répartir cette, ce volume de travail. Tu fais 9 séries le lundi au lieu de faire 3 lundi, 3 mercredi et 3 vendredi. Mais moi, ce que je te dis, c'est que ce qu'on ne regarde pas, c'est les côtés péjoratifs qui viennent avec ce nombre de séries qui est trop conséquent. Certes, tu vas faire 9 séries, tu auras créé la même chose, techniquement parlant, en termes d'hypertrophie, mais ça vient avec une fatigue accumulée qui est trop nécessaire. Ça vient avec la nécessité peut-être ensuite de prendre une deload week, etc., etc. Tu vois? Donc, si tu Ok. regardes qu'un paramètre en isolation, c'est un truc. Mais si tu regardes l'image complète, c'est totalement différent. Tu vois? Donc, moi, ce que je te dirais, c'est de prioriser qu'avec 3 séries poussées à l'échec, c'est assez pour créer l'hypertrophie que tu recherches et que si tu rajoutes de la fréquence avec ces mêmes paramètres, eh bien là, tu vas avoir les résultats souhaités qui vont être optimisés selon moi. Ok, ça marche. Bon, je pense qu'il y avait un truc que j'avais du mal piger tout à l'heure Je quand tu avais pense. expliqué, mais ouais, mais du coup, ouais, ouais, ça me paraît logique et je suis de cet avis aussi. Dernière petite question sur l'hypertrophie, après on passera sur les questions de fin. Ton athlète, il est jamais à 100%. Il aura forcément surtout s'il fait un autre sport, etc., des semaines ou des périodes où il sera un peu plus fatigué. Comment du coup tu agences si on est toujours dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'hypertrophie, tu disais du coup que tu faisais pas de semaine de deload ou de décharge, etc. Comment tu gères ces moments où il est moins en capacité d'être à fond sur ces séances d'hypertrophie? Déjà, l'hypertrophie avec les athlètes avec qui je travaille, ça représente une partie de l'entraînement et certainement la moins importante. Déjà, c'est le premier truc. Et ce qui est intéressant avec l'hypertrophie, c'est que eux, ils ont une fatigue nerveuse conséquente. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais de l'hypertrophie, comme je l'ai dit, tu peux construire du muscle avec n'importe quelle intensité. Ce qui veut dire que si tu travailles avec des intensités basses, eh bien, tu diminues de manière conséquente la fatigue nerveuse. Et ça fait que tu peux construire du muscle quand même sans pourtant les mettre dans le rouge nerveusement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est Ouais. facile à mettre en place. Maintenant, il faut trouver les bons compromis avec des athlètes. Des fois, quand on va travailler sur d'autres qualités, là, on va travailler sur le développement de leur force, et cetera. Voir comment, l'athlète se sent le jour J, voir comment on peut agencer tout de la meilleure des façons avec, leur entraînement et se dire: «OK, aujourd'hui, on peut suivre le focus, aujourd'hui, on peut pousser, aujourd'hui, on peut pas pousser». Ça, c'est juste ça. Mais pour l'hypertrophie, comme je t'ai dit, c'est simple. N'importe quelle intensité, pousser à l'échec. L'athlète est fatigué, cool. Hey, on fait du 10, 12, 15 répétitions aujourd'hui. Pas besoin de faire trop de volume. Tu vas construire du muscle.
Tu vois? OK. Maintenant, pour les autres qualités, c'est différent. Parce que pour les Oui, autres bah, qualités, oui, tu as besoin évidemment. d'intensité. OK. J'ai quelques questions pour clôturer ce podcast. Moi, j'aime bien ton état d'esprit, tu vois, devenir meilleur, toujours aller chercher le meilleur de soi, etc. Est-ce que tu aurais des conseils à devenir? Question très large, très ouverte sur le sport, mais même aussi développement personnel. Ouais. Des conseils donnés pour devenir meilleur, pour devenir, c'est un terme à la mode, mais une meilleure version de soi-même, tu vois, être meilleur qu'hier. Est-ce que tu aurais des conseils généraux à donner aux auditeurs? Bien sûr, moi je pense que ça se repose sur, différents piliers et que chacun doit faire le nécessaire pour travailler sur ces différents piliers afin de s'améliorer. L'aspect physique, pour ceux qui vont écouter ton podcast, j'imagine que c'est l'audience, ciblée et même pour tous les préparateurs physiques, les coachs, les personal trainers et cetera. Travailler sur son physique, je pense que c'est, très important. C'est ce qui améliore, ça amène plusieurs, bienfaits. Et ça, c'est important de le noter et c'est pas simplement, directement lié à notre industrie. Donc travailler sur son physique, que ce soit sur la performance, que ce soit sur, le côté esthétique, je pense que c'est un des piliers qui ne doit pas être négligé et tout le monde a la capacité de changer ça, peu importe sa génétique. On peut toujours avoir un meilleur physique que, celui avec lequel, on est né si on ne faisait rien. Après, travailler sur sa communication, très important. Comment on fait? Eh bien, on pratique. Les gens cherchent les secrets, tu vois? Tu dois pratiquer, tu dois te mettre dans des situations où tu es obligé de communiquer, que ce soit devant une caméra, que ce soit à faire un podcast comme toi tu le fais. J'imagine que si tu regardes ton premier épisode par rapport à ton épisode, je sais pas combien tu en as fait, ben, tu t'es amélioré parce que le seul moyen Mm. de s'améliorer, bien, c'est de le faire. Et bien, de le faire, sortir de sa zone constamment, sa zone de confort constamment pour aller, voilà, chercher cette aventure où tu es forcé de communiquer avec les gens. Ça, c'est très important. Voilà, améliorer son élocution, très important. Alimenter son image externe. Le côté fashion, je pense que c'est important. Je ne dis pas de porter des images des habits de marque, de designers connus, mais je pense que la façon dont on va se présenter auprès des gens, eh bien, ça va donner une certaine ça va dégager une certaine énergie dans un premier temps. Et si c'est ce qu'on cherche à faire, eh bien, je pense qu'on doit maîtriser ces différents aspects-là d'un point de vue regard extérieur. Eh bien, c'est très important. Et certains diraient oui, mais ou certains seraient poussés à croire que c'est que le monde extérieur et que le monde extérieur n'est pas très important. Mais c'est pas vrai parce que au final, ça va projeter énormément de, de choses d'un point de vue interne également. Ça te permet de dégager un peu plus de confiance, d'être plus à l'aise dans ce que tu vas dire, d'être plus à l'aise dans ce que tu vas prêcher, dans ce que tu vas enseigner, etc. Et tous ces aspects-là, eh bien, c'est très important. Après, pour être une bonne personne de manière générale, eh bien, j'imagine que c'est avoir une bonne hiérarchie de valeurs, et ça, c'est propre à chacun. Mais être une personne intègre, selon moi, c'est le premier truc à garder en tête. C'est-à-dire faire, faire ce qui est moralement juste, même quand on n'a pas de regard extérieur pour nous juger. Et ça en dit long sur une personne. Et si on maîtrise ces différents aspects-là, eh bien, je pense que on est sur le bon chemin pour extrapoler le potentiel qu'on a en nous et pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ok, très intéressant comme conseil. Question un peu plus précise pour les personnes qui sont ambitieuses, qui ont des objectifs à atteindre. C'est très facile de travailler, de faire le job on va dire, quand tout va bien. Mais quand tu as des moments de creux, tu vois, on est tous humains, quand tu as des moments où tu es un peu plus dans le mal, mais tu as quand même le job à faire. Et il y a des fois, tu peux le repousser parce que tu n'as pas forcément quelqu'un qui est derrière toi. Quel conseil tu donnerais à ces personnes-là quand elles sont un peu dans le dur, mais qu'il faut quand même faire le job, tu vois? Moi, je n'ai pas de conseils. Moi, je ne dis pas quoi faire, je dis ce que je fais. Moi, je fais le job quand j'en ai envie, quand j'en ai pas envie, dans la plupart des cas. J'ai déjà été dans des contextes où j'en ai pas eu envie et c'était compliqué pour moi, mentalement, des phases difficiles et je sais ce que c'est d'être au fond du trou et de se dire qu'il y a toujours plus profond, hein, quand on est au fond du trou, il y a toujours plus profond, bien entendu. Tout est relatif à l'instant durant lequel on vit ces moments, mais euh, c'est de se dire que on a toujours quelque chose à se prouver à soi-même. Et quand on est dans ces moments-là, eh bien, c'est moi, en tout cas, ce qui m'a permis de me relever en me disant les autres peuvent te laisser tomber, mais toi, tu ne dois pas te laisser tomber. Et par conséquent, tu as toujours un truc à te prouver
Et comment tu vas le faire? Eh bien, tu vas show up, tu vas venir quand tu as pas envie, tu vas faire le taf quand tu as pas envie de le faire et c'est comme ça que tu vas te rendre des comptes à toi-même parce que tu es la première personne à qui tu dois rendre des comptes et ça, c'est très important de le garder en tête. OK. Dernière question, pour toi, c'est quoi un bon entraîneur, un bon coach, un bon préparateur physique? C'est une bonne question ça. Je pense que c'est quelqu'un qui, est à l'écoute, quelqu'un qui a de l'empathie et quelqu'un qui sait s'adapter avant tout. C'est ça un bon préparateur. Sans mentionner l'aspect technique parce que je pense que les aspects techniques viennent loin derrière. Si on est à l'écoute, on a de l'empathie et on sait s'adapter, je pense que ce sont les qualités mères qui définissent un bon préparateur physique. OK. Bah, écoute, Kevin, merci beaucoup. Je te laisse, le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose avant de clôturer ce podcast. Yes, merci à toi, Johan, pour l'invitation. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu vas entreprendre avec ton podcast. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu l'as commencé. Ça fait combien de temps? Ça fait, plus d'un an, 1 an et demi là, là c'est quoi? C'est Yes. le 50, bientôt le 60e épisode, tu vois? Bah, tu vois, félicitations et je t'invite à pas lâcher. Tu sais pas où ça peut te mener, Mmh. comme moi je savais pas où ça pouvait me mener. J'essaye. Ça m'a amené énormément. Donc voilà, tout ce que moi j'aime bien donner de la force à ceux qui voilà, qui lancent leur truc et qui font les choses parce que il y en a très peu qui font. Donc force à toi et à tous ceux qui font. Voilà, mon remerciement encore une fois pour m'avoir reçu. Et sinon, voilà, si vous voulez me retrouver sur les différentes plateformes, at kswiss_fit, kswiss-8, on dit tiré du 8 tiré du 8, on dit non en français. Tiré du bas ou tiré du 8? Je sais pas. Tiré du 8 Mmh. fit. Pareil sur YouTube, Kevin Ferrara, j'ai un podcast qui s'appelle le K-Swiss Show. On a normalement 2 épisodes par semaine, un épisode sur le jeudi avec des nouveaux guests, avec plein de trucs intéressants. Et voilà, sinon j'ai des programmes, des formations sur mon site qui s'appelle kswissformation au pluriel.com. Voilà. OK, bah, écoute, je mettrai les petits liens en description pour les intéressés et je te remercie encore une fois. C'était Merci très à toi. intéressant. Merci d'avoir, répondu à mes questions, d'avoir nuancé un petit peu les propos qu'on a énoncés. C'était Toujours. top. Merci. Bah, Merci. Ouais. merci à vous et à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.